Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va voir ensemble aujourd'hui quelque chose que vous connaissez bien, je pense déjà, qui est la pression positive de fin d'expiration, ou PEP, suivant qu'on est francophone ou anglo-saxon. Tout d'abord, pourquoi utiliser une PEP? Il faut savoir que le principal objectif de la PEP, c'est d'être dans une situation où la CRF du patient sera supérieur à son volume de fermeture. Et comment on fait ça, vous le savez, c'est en maintenant une pression positive dans les voies aériennes en fin d'expiration. Un petit peu de révision de physiologie. Vous connaissez la CRF et je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler ce que c'est. Néanmoins, je vous rappelle que la CRF, c'est la quantité de gaz qui reste présent au niveau pulmonaire à la fin d'une expiration calme et normale. Jusque-là, pas de souci pour vous, puisqu'on l'a déjà vu. Et sa valeur physiologique est autour de 2 litres. C'est un adulte que je qualifierais de standard. Il faut aussi se rappeler ce que c'est que le volume de fermeture. Vous vous rappelez. Le volume de fermeture, c'est un volume pulmonaire à partir duquel on observe un collapsus des petites voies aériennes, puis un collapsus alvéolaire. Physiologiquement, je vous rappelle que la CRF est située au-dessus du volume de fermeture. Et donc, normalement, les alvéoles sont ouvertes. Néanmoins, il y a pas mal de circonstances, on va les voir, dans lesquelles on peut avoir justement une chute de la CRF. Si la CRF passe d'une situation normale comme ici à la partie gauche de l'écran, on voit des alvéoles ouvertes que j'ai représentées sous forme de cercle bleu parce que ces alvéoles sont situées au-dessus de la CRF du départ, en position 1. On voit que s'il y a chute de la CRF, pour se retrouver dans la position 2 qui est ici, on peut avoir une CRF qui descend en dessous du volume de fermeture. Et qu'est-ce qui se passe alors? On va voir des alvéoles qui restent ouvertes, celles qui sont situées au-dessus du volume de fermeture, et des alvéoles collabées qui sont situées en dessous du volume de fermeture. Donc ça, c'est une notion très importante de bien comprendre que le volume de fermeture ne change pas, mais c'est la CRF qui, en diminuant, fait qu'on va se retrouver pour une partie du poumon en dessous du volume de fermeture. Et ces situations, on les rencontre fréquemment en anesthésie. Excusez-moi. Il suffit par exemple de voir la position du diaphragme chez un patient qui est anesthésié. Le simple fait qu'il soit allongé sur la table, déjà le diaphragme remonte. On fait une induction d'anesthésie, le diaphragme remonte. On met des curares, le diaphragme remonte. Le chirurgien insuffle pour une célioscopie. Vous voyez bien que la CRF, que le volume pulmonaire ne fait que diminuer et que l'anesthésie est une grande pourvoyeuse de diminution de la CRF. Et donc, on risque de se retrouver dans des situations où la CRF est inférieure au volume de fermeture pour une partie plus ou moins importante du poumon.
Exemple de situation en anesthésie. L'anesthésie du patient obèse. Voilà, il est normal, un sujet normal, sa CRF, elle est située bien au-dessus du volume de fermeture. Le patient a un BMI élevé, il n'est pas endormi, et ben on voit déjà que la CRF peut déjà diminuer de manière tout à fait significative et se retrouver avec un certain moment en dessous du volume de fermeture. Vous imaginez que ce même patient qui est anesthésié pour une intervention de chirurgie bariatrique va se retrouver avec donc une CRF bien en dessous du volume de fermeture, qui explique donc les hypoxémies qu'on observe facilement dans cette situation. On verra que le but de la PEP va être d'essayer de refaire remonter la CRF pour se retrouver au-dessus du volume de fermeture. En effet, cette situation n'est pas enviable, parce que si la CRF est inférieure au volume de fermeture, on observe des désaturations, on observe une hypoxémie, essentiellement parce qu'il existe des alvéoles collabés en face desquels passe du sang pulmonaire qui n'est donc pas oxygéné. Et donc ce sang non oxygéné se mélange avec le sang oxygéné et on a ce qu'on appelle un shunt vrai pulmonaire. Et vous savez que ces shunts vrais répondent mal à l'augmentation de la FiO2. Explication donc de l'hypoxémie qui est liée à un shunt pulmonaire vrai dans cette situation. Il existe des techniques pour essayer de rétablir, d'augmenter la CRF. Ça, c'est une dia que j'utilise souvent en réanimation pour montrer qu'il faut absolument essayer de mettre le patient, de le verticaliser le plus vite possible. Parce que on voit que le simple fait d'être allongé entraîne une chute tout à fait significative de la CRF qu'on peut compenser déjà en le redressant de 30 degrés et bien sûr en le verticalisant, en le mettant au fauteuil dès que c'est possible. Ça, c'est une attitude qui est très utilisée en réanimation. On évite que le patient reste confiné au fond de son lit à plat et en plus sous sédation, et pour le réveiller et surtout le verticaliser, le mettre au fauteuil le plus vite possible. Ça, c'est pas applicable, bien entendu, lors d'une anesthésie. Donc, pour essayer de stabiliser l'alvéole, donc on a eu, il y a déjà de nombreuses années, des auteurs ont l'idée de mettre une pression positive de fin d'expiration pour essayer de contrer cette situation. La PEP, ce n'est pas une zip. Une zip, c'est un frein qui ralentit la vitesse de l'expiration et qui fait que le poumon a tendance à augmenter de volume. Non, la PEP, c'est simplement le maintien d'une pression positive à la fin de l'expiration, sans jouer, si possible, sur le débit expiratoire. Ici, on voit par exemple sur des poumons d'animaux que l'effet de la PEP fait augmenter le volume pulmonaire par biais d'une augmentation de la CRF. En réanimation, on utilise aussi de la PEP. Ici, par exemple, un exemple de ventilation en pression contrôlée avec PEP. Et on voit bien donc que la courbe expiratoire, on a la période de l'insufflation avec un débit carré, par exemple, en pression contrôlée, et le début d'expiration. Et on voit bien que la PEP fait en sorte que la pression de fin d'expiration, ici qui est réglée à 10, se retrouve à 10 cm d'eau, mais que cela n'a pas entravé le débit expiratoire qui revient à 0 à la fin de l'expiration.
Donc l'objectif de cette PEP, donc je le répète, c'est d'essayer d'ouvrir le poumon, de le maintenir ouvert, en particulier lorsqu'on a des risques d'atelectasie, d'édème, toute situation où la CRF devient inférieure au volume de fermeture. En général, la PEP se règle entre 5 et 20 cm d'eau en réanimation. Alors, en réanimation, on utilise la PEP pour deux objectifs. Le premier, bien entendu, ça va être d'essayer de corriger les situations d'hypoxémie en rapport avec le mécanisme que je vous ai expliqué. Donc la PEP, par le biais de l'augmentation de la CRF, par la stabilisation des alvéoles, par l'amélioration des rapports ventilation-perfusion, permet de récupérer la surface d'échange gazeux et améliore donc la PaO2. Donc la PEP, le premier objectif, ça va être de limiter le shunt pulmonaire et de récupérer et d'améliorer la PaO2. Ça, je pense que vous connaissez tous. Mais ce n'est certainement pas le seul objectif de la PEP. En effet, à côté de son rôle très intéressant pour stabiliser les alvéoles et les maintenir ouvertes, le deuxième rôle de la PEP va être de diminuer le VILI. Le VILI, ce sont les lésions induites par la ventilation mécanique. Et nous allons voir qu'il y a trois types de lésions, le barotraumatisme, le volotraumatisme et ce qu'on appelle le biotraumatisme. Tout d'abord, les lésions de baro et de volotraumatisme qui correspondent aux lésions mécaniques. Ici, on voit bien, sur une coupe de scanner, qu'il existe des zones d'un patient qui a un ARDS qui sont surdistendues au niveau alvéolaire, par exemple, qui explique que l'on est dans un risque de pneumothorax lié soit à une augmentation de la pression, soit à des bulles, à des alvéoles qui se dilatent de manière excessive et qui éclatent. Et on peut aussi voir qu'il y a des zones intermédiaires qui font le yo-yo entre, suivant qu'on est en inspiration ou en expiration, qui font des périodes d'ouverture-fermeture avec ce qu'on peut appeler des atélectromas. Ça, ce sont les lésions mécaniques du VILI. À côté de ces lésions mécaniques, ont été décrites également des lésions inflammatoires. En effet, la ventilation mécanique induit une activation des processus d'inflammation qui peuvent être locales, on va voir, mais qui peuvent s'étendre. C'est ce qu'on entend par le terme de biotraumatisme qui est induit par la ventilation. En effet, l'existence d'alvéoles ouvertes qui font le yo-yo entre ouverture et fermeture, suivant le cycle ventilatoire, entraîne des lésions de cisaillement entre ces groupes alvéolaires qui existent. Des périodes d'étirement, des choses comme ça. Et tout ça déclenche une réaction inflammatoire, puisqu'il y a des lésions tissulaires qui peuvent se produire au niveau très fin, certes, mais des lésions tissulaires qui expliquent qu'on a cette réponse inflammatoire. Cette réponse inflammatoire qui peut être purement locale au niveau de cette jonction, qui peut s'étendre à plusieurs groupes alvéolaires de poumon et qui même peuvent devenir systémiques. C'est ce qu'on appelle le biotrauma. Donc ça, c'est la deuxième raison d'utiliser de la PEP en réanimation pour justement
limiter au maximum les effets liés à la ventilation mécanique. On reviendra sur la façon de mettre en œuvre cette PEP. Cependant, la PEP, du fait de l'augmentation de la pression moyenne intra-thoracique induite par cette pression positive résiduelle, s'accompagne de l'apparition d'effets secondaires. Parmi ces effets secondaires, les premiers potentiellement peuvent être les effets cardiovasculaires. En effet, étant donné qu'en intrathoracique, on a un régime de pression positive, il y a une réduction du retour veineux vers le ventricule droit, le sang qui revient de l'abdomen, des membres inférieurs, de la partie supérieure du corps, est gêné pour retourner vers le ventricule droit. A l'inverse, le ventricule droit, il doit pousser contre une certaine pression qui peut être augmentée du fait de l'écrasement des vaisseaux, des petits vaisseaux intrapulmonaires du fait de cette pression positive résiduelle. Cette diminution de la précharge entraîne donc indirectement une diminution du débit cardiaque, bien entendu, puisque vous savez que le débit est fonction de la précharge. Par contre, on peut avoir un petit avantage à mettre en place une PEP, c'est-à-dire que la post-charge du ventricule gauche diminue, puisque l'on passe d'un régime de pression positive en intrathoracique à un régime de pression normale atmosphérique en extrathoracique en principe, puisque ça facilite donc la sortie du sang du ventricule gauche. Ces effets cardiovasculaires fait qu'il n'est pas recommandé du tout d'utiliser une PEP dans des situations d'hypovolémie, c'est mal supporté. Et de même qu'il ne faut pas mettre de PEP lorsqu'on a une tamponnade, car cela aggrave également la situation en gênant le retour sanguin vers le ventricule droit. La PEP a aussi des effets rénaux, puisque ça gêne le retour veineux vers le ventricule droit, et ça s'accompagne d'une diminution du débit urinaire, d'une diminution de la filtration glomérulaire, d'augmentation de la sécrétion de l'ADH, et donc il y a une contre-indication relative de la PEP qui est lorsqu'on a une rétention hydrosodée. Il faut savoir que la PEP a tendance à plutôt à favoriser la rétention hydrosodée. Évidemment, la PEP aura des effets respiratoires. Alors, ça diminue du fait qu'il y a une pression positive en intrathoracique, diminue le débit lymphatique qui sert à drainer le parenchyme pulmonaire. Il y a une augmentation de la zone 1 de ouest et donc de l'espace mort. Et donc, si on n'y prend pas garde et que la PEP est excessive, on va avoir donc une très importante augmentation de l'espace mort. Et tout ça peut s'accompagner et aller jusqu'à l'hypercapnie par effet délétère de la PEP lorsqu'elle est mal utilisée. Au niveau respiratoire, il y a des contre-indications que sont le pneumothorax, vous vous en doutez, la fistule bronchopulmonaire et le cœur pulmonaire droit, qui sont des contre-indications à l'utilisation de la PEP. Il existe également des effets secondaires au niveau digestif. La gêne au retour veineux explique une diminution du débit sanguin splanchnique, la diminution du débit sanguin hépatique, qui font qu'il y a des contre-indications relatives, tout à fait relatives d'ailleurs, et je pense en particulier à l'ischémie mésentérique, qui si on met une PEP excessive, il va y avoir un ralentissement du débit sanguin splanchnique. Un autre effet secondaire très important de la PEP, c'est l'effet au niveau du cerveau.
En effet, la gêne au retour veineux engendrée par la PEP entraîne une stase veineuse au niveau céphalique, ce qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne. En effet, le système veineux de drainage du cerveau, c'est un système veineux sans valve, et donc dès qu'on met en place, dès qu'il existe une gêne au retour veineux vers le cœur, il y a une élévation de la pression veineuse cérébrale et qui entraîne donc une augmentation de la pression intracrânienne. Donc lorsqu'il y a une hypertension intracrânienne qui est menaçante, évidemment, il convient de ne pas utiliser de manière inconsidérée de la PEP, sachant qu'on peut aussi diminuer les effets secondaires au niveau neurologique en mettant par exemple le patient en demi-6 qui facilite le retour veineux vers le cœur et donc diminue la pression veineuse cérébrale. Comment régler le niveau de PEP? That's the question. Puisque si on ne règle pas, si on ne met pas suffisamment de PEP, on ne, entre les guillemets, recrute pas d'alvéoles supplémentaires. Et si on met une PEP trop élevée, on va surdistendre un certain nombre de groupes alvéolaires. Donc, la problématique du médecin va être, ou de l'équipe médicale plus exactement, va être de choisir le niveau de PEP le mieux adapté à la situation du patient. Et ce réglage du niveau de PEP, il se fera patient par patient, j'allais dire jour ou heure après heure, en fonction de l'évolution clinique du patient. Pour éviter le VILI, les recommandations actuelles, en particulier dans la RDS, vous le savez sans doute, recommandent d'utiliser des petits volumes courants. On n'est plus au volume courant excessif de jadis. Cependant, donc, si on met une PEP qui est trop basse, on ne recrute pas et donc ça n'a pas d'effet. À l'inverse, même si on respecte le 6 ml kg et que l'on met une PEP trop élevée, on va se retrouver avec donc des effets délétères au niveau du poumon. Et surtout, les inconvénients seront supérieurs aux bénéfices. Pour essayer de savoir si on est dans une situation où les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients ou l'inverse, il y a tout intérêt à bien regarder, lorsqu'on est en ventilation en particulier, en volume contrôlé, la pression de plateau. Et donc, une façon de voir si on est délétère ou bien pas avec la PEP, en mode volume contrôlé, c'est d'utiliser bien sûr les volumes courants actuellement recommandés, 2, de mettre une PEP suffisante, ok, mais de bien regarder ce qui se passe au niveau de la pression de plateau et chaque fois possible d'essayer d'avoir une pression de plateau qui reste inférieure à 30 cm d'eau comme c'est actuellement recommandé. Une autre approche pour essayer d'utiliser la PEP optima, c'est possible c'est d'analyser la courbe pression-volume en temps réel sur le patient. Certains respirateurs le font et en particulier, on va essayer de faire en sorte que l'inspiration et l'expiration se fassent sur la partie la plus optima de la courbe pression-volume en mettant une PEP suffisante pour recruter et essayer des PEP excessives pour surdistendre. Certaines firmes de ventilateurs ont développé ce qu'on appelle l'index de stress qui permet de savoir qui est mesuré cycle après cycle respiratoire du patient, qui permet de savoir si on est dans la zone optima de PEP ou bien pas.
L'index de stress, on essaie de l'avoir autour de 1 ou en tout cas entre 0,8 et 1,2 pour éviter les PEP insuffisantes et aussi pour éviter les PEP excessives. Parce que si elle est insuffisante, on va avoir des problèmes de persistance de collapsus et si on est excessif, on va avoir de la surdistension. Je conclurai donc en disant que la PEP est largement utilisée en réanimation et anesthésie, car cela permet d'augmenter la CRF, de stabiliser les alvéoles, d'améliorer le rapport ventilation, de diminuer les lésions induites par la ventilation. Et donc, ce qui intéresse en premier, la première chose qui a intéressé, justement, c'est l'amélioration de la PaO2. Mais n'oublions pas le rôle de la PEP dans la diminution des lésions induites par la ventilation. Voilà, j'ai essayé de synthétiser les données sur la PEP, en espérant que cela vous sera très utile dans votre pratique. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt, puisque j'ai prévu de vous faire un topo sur l'autopep, autrement appelée la PEP intrinsèque. Merci, bon courage.